Les 50 règles d'or de la négociation, de l'auteur Jean-Paul Guedj, lu par Livre Académie. Règle numéro 1. Bébé, vous saviez déjà négocier. La négociation est innée. Dès la naissance, les pleurs ou cris d'un bébé servent à obtenir quelque chose, amour, doudou ou lait, en échange du silence et du calme. C'est une forme de transaction gagnant-gagnant où chaque partie y trouve son intérêt. Le bébé utilise des tactiques compétitives, pression, menace implicite, insistance, pour obtenir gain de cause. Conclusion, tout humain a déjà négocié depuis son plus jeune âge. Règle numéro 2. La négociation est le propre de l'homme. Les animaux peuvent échanger ou adopter des comportements proches, singes pour la nourriture ou la reproduction, oiseaux pour la parade, mais cela reste instinctif. La négociation humaine implique un langage structuré et des stratégies élaborées. C'est un processus fondé sur la parole, l'argumentation, la gestion des objections et la conclusion d'accords. Négocier est donc une activité spécifiquement humaine. Règle numéro 3. Imposer, convaincre et négocier. Imposer, dominer l'autre pour obtenir ce que l'on veut. On ordonne. Convaincre, persuader l'autre que l'on a raison. On vend une idée. Négocier, échanger pour arriver à un accord en donnant et recevant des contreparties. Objectif, parvenir à un accord, pas forcément à partager le même avis. Différence clé, négocier n'est ni imposer ni convaincre, mais trouver un compromis mutuellement acceptable. Règle numéro 4. Ne négociez pas si vous n'avez rien à négocier. Une négociation suppose un échange de concessions et contreparties. Exemple, acheter un appartement déjà bien baissé en prix, mais sans offrir de contrepartie. Achat immédiat, paiement rapide. Entreprise en grève, mais direction décidée à ne rien céder. Si aucune partie n'a rien à échanger, ce n'est pas une négociation, mais un blocage. Règle numéro 5. Trop de négociation tue la négociation. Évitez de négocier en permanence ou à répétition. Risque, être perçu comme un négociateur systématique ou insatisfait chronique. Exemple, 3e demande d'augmentation dans l'année. Ou renégocier juste après avoir obtenu un bon prix. L'excès finit par agacer et discrédibiliser. Règle numéro 6. Ne soyez pas dans le tout ou rien. La rigidité est contre-productive. Privilégiez souplesse, calcul, préparation, écoute. Vouloir tout gagner coûte que coûte peut conduire à tout perdre. Conseil clé, ne partez pas en guerre totale. Comprenez que votre interlocuteur est aussi persuadé d'avoir raison. Voyez le compromis comme une solution intelligente, pas comme une faiblesse. Règle numéro 7. Face à l'enjeu, restez enjoué. 3 piliers psychologiques. Bonne humeur, ou au moins absence de mauvaise humeur visible. Esprit de jeu, voir la négociation comme une partie. Et clarté sur l'enjeu, savoir ce qu'il y a réellement à gagner ou à perdre. Un négociateur déprimé, réticent ou inattentif perd en efficacité. Plus l'enjeu est grand, plus la préparation doit être méticuleuse. Règle numéro 9. Ne négociez jamais en situation de faiblesse. Attendre d'être en position de force ou d'égalité avant d'engager la discussion. Exemple. Demander une augmentation après plusieurs erreurs récentes est voué à l'échec. Mieux vaut patienter après un succès important qui renforce votre crédibilité. Règle numéro 10. Soyez un fin stratège. Dans une négociation difficile avec un adversaire dur, utilisez ruse, feinte, dissimulation. Inspiré de Sun Tzu, l'art de la guerre. Feindre le désordre, offrir un appât pour leurrer l'adversaire, simuler la faiblesse pour encourager son arrogance, attiser sa colère pour provoquer des erreurs. Certaines négociations sont une forme de guerre pacifiée. Règle numéro 10. Les 5 qualités du négociateur. Sang-froid, rester calme face aux attaques ou imprévus. Art du calcul, maîtriser chiffres, données, conversions et marges. Sens du recul, ne pas dramatiser, voir la négociation comme un jeu.
Écoute active. Comprendre les arguments adverses pour mieux répondre. Maîtrise stratégique. Préparer un plan avec scénario et solution. Règle numéro 11. Connaissez le dilemme du prisonnier. Exemple, deux complices arrêtés, chacun peut dénoncer l'autre ou se taire. La logique égoïste pousse à dénoncer, ce qui conduit à une peine plus lourde pour les deux. La coopération raisonnée aurait donné un meilleur résultat. Leçon: en négociation, la coopération peut être plus efficace que le conflit ouvert. Règle numéro 12. Êtes-vous coopératif ou compétitif? Deux grandes approches. Coopérative, rechercher un accord satisfaisant les deux parties. Compétitive, obtenir ce que l'on veut par pression ou domination. Facteurs déterminants. Personnalité, coopératif, écoute, échange, concession ou compétitif, protection stricte de ses intérêts. Situation, certaines négociations encouragent la coopération, d'autres la rivalité. Exemple de situation coopérative. Divorce avec enfant, partenariat d'affaires, relations harmonieuses entre collègues, transactions acheteur-vendeur équilibrées. Exemple de situation compétitive. Face à une partie de mauvaise foi, quand le principe ou l'ego prime sur l'intérêt commun, ou rapport de force déséquilibré. À retenir, la plupart des situations sont mixtes, à dominante coopérative ou compétitive. Règle numéro 13. Préparez plus que vous ne pensez devoir le faire. Une négociation réussie repose sur une préparation minutieuse. Préparez vos objectifs minimum et optimum, vos arguments clés, les concessions possibles et celles refusées, les objections probables de l'autre partie. Une bonne préparation réduit le stress, renforce votre position et donne de la flexibilité. Règle numéro 14. Négocier, c'est recevoir, mais aussi échanger. Pour obtenir, il faut donner. En négociation, on parle de concession. Exemple, augmentation, mutation, prix réduit, achat immédiat, réduction sur un tableau, prêt pour exposition, prêt bancaire, dépôt d'économie. Principe, tout avantage implique une contrepartie. Règle numéro 15. Repérez 3 types d'interlocuteurs. Type, bienveillant, ouverture, empathie, conciliation. Dur mais juste, donnant-donnant. Mauvaise foi, vigilance ou refus. Adapter sa stratégie selon le profil. Règle numéro 16. Jouez la win-win. Philosophie. Défendre ses intérêts tout en intégrant ceux de l'autre. Objectif, aucun perdant, chacun satisfait. Préparation, identifier les attentes de l'autre et les intégrer. Pas d'altruisme, résoudre son problème en résolvant celui de l'autre. Expression utile, je vous écoute ou soyons partenaires. Règle numéro 17. N'oubliez pas la zone d'accord possible, la ZAP. ZAP égale marge de transaction acceptable par les deux parties. Exemple, vous, haut 1000 €, bas 800 €. Adversaire, haut 500 €, bas 600 €. ZAP égale entre 600 et 800 €. Position haute égale maximum souhaité. Position basse égale seuil à ne pas dépasser. Règle numéro 18. Fixez-vous des objectifs hauts et bas. Objectif haut, gain maximal. Objectif bas, seuil minimal. Bien chiffrer ces seuils pour connaître sa marge de manœuvre. Règle numéro 19. Envisagez un plan B, voire C. Préparez plusieurs scénarios. La stratégie de l'autre est imprévisible. Adaptez son plan initial selon l'évolution. Règle numéro 20. Déclinez les 7 C de la négociation. Concevoir, préparation complète. Contact, première impression. Connaître, écouter la position adverse. Comprendre, récapituler à mi-parcours. Convaincre, argumenter, amener à l'accord. Conclure, résumer l'accord et définir les modalités. Conserver, veiller à l'application. Règle numéro 21. Argumentez sans vous énerver. Surtout, pas d'agressivité. Au cours de la négociation, le crescendo des arguments de l'un répondant symétriquement au crescendo des objections de l'autre fait qu'au bout d'un moment, le ton des deux va aussi crescendo et l'ajout hostile prend le pas sur la négociation. Du sang-froid avant tout. Il est donc recommandé, comme on l'a vu, de rester serein, de ne pas s'énerver,
d'entendre les objections de l'interlocuteur, de les noter et d'y répondre, non pas du tac au tac, mais plutôt en différé, plus tard, à l'occasion d'une période favorable dans la communication. Ainsi, vos arguments seront pesés, réfléchis, en relation avec les objections de l'autre, qui sera impressionné par la qualité de vos observations, par la rationalité de vos calculs, et surtout par votre calme, stoïque. Règle numéro 22. Mâchez et digérez vos arguments. Préparez-vous. Lorsqu'on va négocier, il vaut mieux avoir réfléchi aux arguments que l'on va servir à l'interlocuteur, sans hésitation. Rien de pire que des arguments qui se cherchent devant le négociateur d'en face. Ils paraissent alors laborieux et invitent plutôt à la réplique, voire à la riposte. Il vaut mieux les avoir mâchés et bien digérés auparavant que les découvrir et dévoiler en même temps que se déroule la négociation. L'improvisation n'est donc ici pas conseillée. L'argumentaire se prépare avec soin et les propos doivent couler d'évidence, comme au théâtre. Le négociateur comédien doit connaître son texte s'il veut convaincre son public. Règle numéro 23. Sachez marchander. Une tactique souvent gagnante. Dans l'Occident, où les tarifs sont fixes, le marchandage a mauvaise réputation tant il paraît indigne. Pourtant, chez nous comme ailleurs, il y a du marchandage dans un grand nombre de négociations. On n'est pas d'accord sur un prix que l'on va alors négocier à la baisse. Pour obtenir le moins, il faut demander le plus. Vous allez alors demander 500, il en voudra 1000, vous allez peut-être obtenir 750. Et les arguments vont pleuvoir. Ça ne les vaut pas. Ou « Oh, si, ça les vaut, c'est plutôt rare, et ce qui est rare est cher. » etc. Et l'on finira par s'entendre ou pas. C'est toute la problématique du marchandage. Il faut toujours marchander dans la ZAP, voire pêche 30. Autrement, on risque d'agacer l'adversaire et de perdre la partie. Règle numéro 24, anticiper les objections. Prix, délai, valeur, intérêt. Voici les 4 objections courantes autour du prix, des délais, des valeurs, des intérêts. Allez, imaginez que vous vendiez un bien ou un service. L'un, l'objection sur les prix. C'est trop cher. Le traitement de l'objection consiste alors à relativiser le prix et négocier ensuite. Relativiser le prix. Trop cher par rapport à quoi? Cher, certes, mais en relation avec la qualité du produit vendu ou du service rendu, et moins cher que le marché ou la concurrence. Négocier. Quel serait alors votre prix? Astuce, anticiper un prix de 15% plus cher qui intègre le marchandage qui ne manquera pas de se produire. 2. L'objection sur les délais. C'est trop tard. La négociation peut intervenir sur la réduction des délais dans la mesure du possible. Sinon, il faut avouer qu'on ne peut faire mieux. Astuce, comme pour le prix, prévoyez un délai supérieur pour pouvoir le diminuer. 3. L'objection sur les valeurs. Ça me choque. Il faut alors préciser. Qu'est-ce qui vous choque? On verra alors le heurt, parfois confus et contradictoire, des valeurs. Le marchandage me choque. Ah, pourriez-vous rétorquer, vous voulez pourtant faire baisser le prix. Astuce, n'hésitez pas à utiliser l'humour. 4. L'objection sur les intérêts. Je suis perdant? L'argumentation du négociateur va ici démontrer logiquement et mathématiquement que l'acheteur n'est pas perdant et que la transaction ne floue en réalité personne. Astuce, faites un croquis ou un schéma. Règle numéro 25. Savoir poser le deal, avec fermeté et détermination. On peut souvent être débordé par l'émotion lorsqu'il s'agit d'exprimer les termes précis de l'échange, bref, de poser le deal avec netteté, et d'entamer ou de poursuivre la négociation. Difficile de dire en effet froidement « je souhaiterais une augmentation de salaire en contrepartie de quoi je suis d'accord que vous éleviez mes objectifs de performance ». Ou encore « je vous achète immédiatement cette maison si vous acceptez de baisser le prix de 15%. » Ou bien « je voudrais que vous me fassiez ce prêt de ma maison sans hypothèque, mais rassurez-vous, je peux vous céder une grande partie de mon épargne. » Et pourtant, il faut savoir et pouvoir arriver à exprimer le deal, sans bafouiller, sans bégayer, sans fléchir. Règle numéro 26. Faites donc des cadeaux. Mais attention aux ingrats. Faire des cadeaux concrets ou métaphoriques peuvent être une introduction à une négociation difficile. Attention ainsi aux incorruptibles, qui verront dans ce bouquet de fleurs ou cette boîte de chocolat une tentative d'escroquerie douce.
Les cadeaux au sens figuré sont les concessions que l'on fait au cours de la négociation et qui ne sont pas toujours perçus par l'interlocuteur comme des gestes de coopération, voire de générosité. Il faut parfois lui expliquer que ce cadeau-là, on n'était pas obligé de le lui faire et qu'il ne serait pas malvenu qu'il en fît autant. Un bon restaurant peut permettre entre la poire et le fromage une bonne discussion d'affaires, bien plus efficiente, parce que plus conviviale, que si elle se déroulait au bureau. Règle numéro 27. Négocier point par point ou globalement. Goûtez donc au salami. Mais quelle est la relation entre le salami et la négociation? Les rondelles. Soit on découpe la négociation en rondelles ou points à négocier et l'on discute point par point jusqu'à l'obtention d'un accord. Soit on négocie en bloc sans découper la négociation en rondelles pour obtenir un résultat global. Ce sont deux techniques bien différentes. Celle dite du salami permet, sans en oublier aucun, de traiter chaque point. Serrée, elle produit une certaine tension entre les interlocuteurs. Celle dite de la négociation globale permet de différencier les différents points, de s'arrêter sur les points essentiels et veut arriver à un accord de compromis qui devrait satisfaire les deux parties. Règle numéro 28. Présenter la somme des gains. C'est plus efficace. Il vaut mieux annoncer à votre interlocuteur qu'il a gagné 10 € dans la négociation plutôt que 1 plus 1 plus 6 moins 2 plus 3 plus 1. Cette deuxième façon de faire ne donne pas une vue d'ensemble et il faut utiliser en permanence sa calculette pour vérifier le détail de la démonstration. Exemple. Un acheteur veut négocier ce véhicule à 24 000 € maximum. Le vendeur peut dire « Je vous vends ce véhicule 25 000 €, mais il faut y ajouter les options GPS et peinture métallisée, soit 3 000 €, donc cela fait 28 000 € auxquels il faut retrancher 4 000 € pour la reprise de votre ancien véhicule. » Ou il peut dire « Je vous vends cette automobile 24 000 € incluant toutes les options et le rachat de votre véhicule. » C'est plus simple, non? Règle numéro 30. Soignez la conclusion. Elle est essentielle. Épuisé par une trop longue négociation, on en oublie parfois de conclure. C'est bien dommage. La conclusion rappelle les décisions prises, l'accord négocié, et signale aux deux parties que ces décisions vont devenir action. Exemple d'une bonne conclusion. Donc, Monsieur Dupont, je vous rappelle notre accord, je vous vends ma maison au prix de XXX €, en contrepartie de quoi vous nous faites un premier chèque de XXX € correspondant à une promesse de vente. La maison sera libre dans 3 mois et nous signerons à ce moment-là le contrat de vente définitive. Les frais de réparation du parquet et de la toiture sont à mes frais, ceux du jardin aux vôtres. Règle numéro 30. Le dernier quart d'heure est décisif. Comme à la guerre. Dans la négociation, le dernier quart d'heure est souvent important. À la fin d'un entretien qui constitue une épreuve de force, on aurait tendance à relâcher son énergie au moment précisément où l'affaire se conclut. C'est pourtant à ce moment-là qu'il faut être concentré et qu'il est utile de reprendre point par point les termes de l'accord pour vérifier que l'on s'est bien compris. Souvent, on se rend compte, trop tard, que l'on a oublié tel aspect non négligeable de la négociation. À savoir, la victoire revient à celui qui tient le dernier quart d'heure, écrivait dans De la guerre le stratège prussien Karl von Clausewitz. Règle numéro 31. Assumez votre ego. Même si votre ego doute. Vous avez obtenu des résultats. Certes, pas tout à fait ceux que vous escomptiez. Vous vouliez vendre votre maison plus chère, obtenir un taux de crédit moins élevé ou décrocher le salaire que vous méritez. Mais la négociation est finie et il ne faut pas y revenir. Ce qui est fait est fait. Vous êtes tenté de reprendre le combat 2 jours après l'accord conclu pour tenter une dernière fois, car vous vous sentez lésé. Peine perdue. Et vous n'êtes pas si perdant que cela. C'est ça la négo. C'est un compromis. L'accord est conclu et il faut l'assumer. Mon conseil, mieux vaut désormais concentrer votre énergie sur la réalisation de ce qui a été négocié. Règle numéro 32. Distinguer le motif affiché du motif masqué. Les négociations à double fond. Il faut être vigilant. Parfois, la vraie motivation de votre interlocuteur n'apparaît pas clairement. Exemple. Vous souhaitez acheter un 2 pièces qui vous plaît et négocier le prix à la baisse. L'agent immobilier accepte de vous rencontrer, mais durant l'entretien, vous remarquez qu'il ne traite pas vos objections, voire qu'il les renforce. Petit à petit, vous arrivez à la conclusion que ce bien n'est pas pour vous. En réalité, il vous oriente vers un 3 pièces plus cher, qu'il juge parfait pour vous.
Règle numéro 33. Négocier, c'est décrypter. L'exemple du banquier. Chaque négociation est unique. Il faut analyser la situation, comprendre ses spécificités et identifier les paramètres clés. Cas pratique. Vous devez négocier un découvert de 3 000 €, soit environ un mois de salaire, avec un banquier méfiant. Votre découvert actuel est de 1 000 €, accordé à contre-cœur et à un taux élevé. Les étapes: prendre en compte les données, comprendre la position de départ, refus initial, réputation de dépensier, taux élevé reflétant le risque. Envisager les enjeux. Pour le banquier, conserver le client tout en limitant le risque. Pour vous, obtenir un découvert adapté à vos revenus pour éviter les dépassements récurrents. Définir la zone d'accord possible, ZAP. Pour le banquier, un mois de revenus peut sembler raisonnable si ceux-ci sont stables et rentables pour lui. Pour vous, un CDI solide est un atout caché, un héritage de 30 000 €. Règle numéro 34. Négocier, c'est toute une stratégie. Les techniques et la tactique. En reprenant l'exemple du banquier, vous avez le choix entre deux approches. Stratégie coopérative, argumenter que le montant demandé correspond à un mois de revenus, justifier par vos dépassements actuels que l'augmentation est légitime, utilisez votre héritage comme atout, proposer un placement de cet héritage dans la banque. Stratégie compétitive. Menacer de quitter la banque, tactique de la menace, prétendre qu'une autre banque est prête à vous suivre, bluff, affirmer avoir déjà placé les 30 000 € ailleurs, fait accompli. Conclusion, la stratégie coopérative est à privilégier pour une issue gagnant-gagnant. La stratégie compétitive reste un plan B en cas de blocage, mais elle implique de rompre la relation bancaire. Règle numéro 35. Dans la négociation, si vous voulez avoir raison, vous avez déjà un peu tort. Vous êtes salarié, syndicaliste, chef d'entreprise, responsable politique. Inutile de venir à la table de négociation pour emporter des suffrages. On négocie dans le cadre d'un échange de gains pour obtenir sa part. Il ne s'agit pas de convaincre l'interlocuteur et encore moins de le vaincre, mais d'obtenir ce pourquoi la négociation a lieu. Une augmentation de salaire, de nouveaux droits sociaux, l'âge de retraite, la paix sociale. C'est simple, c'est concret. La négociation préfère le pragmatisme à l'idéologie, le résultat à la joute, la table à la tribune. Évidemment, dans le cadre d'une stratégie compétitive, on peut aussi menacer de faire grève ou de déposer le bilan, mais on prend aussi le risque d'assumer les conséquences de ces menaces. Règle numéro 36. Sans froid plutôt que sans chaud. Mais pourquoi négocie-t-on si mal avec ses enfants? Pour bien négocier, il faut, dit-on, contenir son émotion. La négociation est un art de serpent. Il faut éviter de sentimentaliser la relation. Le piège affectif est pourtant toujours présent. Mes 3 conseils. Pas trop d'empathie vis-à-vis de l'interlocuteur. Il ne faut pas seulement l'écouter, mais il faut l'entendre et décrypter son message et son attitude. Pas de colère intempestive qui risque de bloquer voire d'interrompre la négociation. Pas trop d'amour pour le négociateur d'en face. Il faut défendre froidement vos intérêts. Règle numéro 37. Êtes-vous un guerrier, un diplomate, un impulsif ou un évitant? Quelle que soit votre personnalité, pour négocier, celle-ci comporte des atouts et des faiblesses. Faites ce petit test pour savoir qui vous êtes. Répondez spontanément à ces phrases, en cochant les affirmations auxquelles vous vous identifiez. Le négociateur d'en face a tendance à m'agacer, surtout lorsqu'il est de mauvaise foi. Quand l'interlocuteur est persuadé que son argument est bon, j'ai tendance à faire semblant de l'accepter provisoirement. Je n'aime pas forcer la conclusion, je la diffère, je la remets à plus tard. Je préfère l'écrit à une confrontation orale. J'ai tendance à dire que tout va bien, même si je pense que c'est le contraire. Je ne prépare pas mes négociations, j'improvise. Je suis persuadé que dans toute négociation, comme dans la vie d'ailleurs, seul le rapport de force compte. Je déteste perdre. Résoudre le problème de l'interlocuteur résout en réalité le mien. Je ne m'estime pas leurré lorsque je fais gagner mon interlocuteur. Je me méfie de la vérité en négociation, je préfère le bluff, bien plus efficace. Il m'arrive dans la discussion de déraper. J'écoute avec attention toutes les objections.
C'est parce que je traite les objections de l'adversaire que je convainc. La politesse facilite la négociation. Je déteste négocier avec quelqu'un que je déteste. Je suis plutôt rancunier. Je ne crains pas d'utiliser l'arme de la menace s'il le faut pour aboutir à mes fins. Imposer est plus efficace que négocier. Il ne faut pas humilier l'adversaire. La négociation relève du sport de combat. Résultat, repérez votre dominante. Vous avez coché les phrases numéro 1, 2, 3, 4, 5, 11. Vous êtes un évitant. La peur n'évite pas le danger. Vous n'aimez pas la négociation, peut-être même la communication. L'autre constitue une menace, et la confrontation qu'implique la négociation vous fait peur. Vous préférez le secret à l'exposition de soi, le silence à la parole, la fuite au risque. Mais attention, la négociation finit par vous rattraper, tant il est difficile de l'exclure de l'existence. Autant donc l'affronter et la maîtriser. Vous avez coché les phrases numéros 1, 6, 8, 12 et 15. Vous êtes un impulsif. Le coup de boule ne vaut pas argument. Sanguin comme vous êtes, votre tempérament ne vous conduit pas naturellement à la négociation. Vous préférez le ring, même si vous en souffrez, car vous aimeriez tant vous contrôler et arriver, sans brutalité, à conclure un marché qui ne soit pas de dupe. Ne voyez pas le danger partout et ne pensez pas que la négociation n'est que l'art de se faire avoir. Pratiquez la méditation, le yoga et devenez zen. Vous avez coché les phrases numéros 7, 16, 18, 3 et 20. Vous êtes un guerrier, un tien vaut mieux que tu l'auras. Pour vous, le monde est divisé en deux, vous et les autres, et c'est d'abord votre intérêt qui compte, ça c'est sur le fond. Sur la forme, vous préférez affaiblir très vite votre adversaire et toucher les royalties de la négociation le plus rapidement possible. Vaincre plutôt que convaincre. Attention cependant à ne pas rencontrer un négociateur plus rusé que vous. Vous avez coché les phrases numéros 9, 10, 13, 14 et 19. Vous êtes un diplomate né comme Talleyrand ou Mazarin. Vous préférez sans conteste la parole à la force, l'argument à l'opinion, l'écoute à l'étu-capnon, l'oum à la ruse. Vous défendez vos intérêts en considérant ceux des autres, et vous pensez que si pour négocier il faut deux, vous en êtes. Vous êtes un séducteur au service de la négociation, et votre devise est « pourquoi pas ?» On vous utilise en affaires pour régler les conflits, parfois au service des États. Bref, continuez. Règle numéro 38. Attention à ne pas vous blesser en voulant tuer l'adversaire. Vouloir tuer, c'est-à-dire dominer, écraser son interlocuteur pour obtenir le maximum de gains, n'est pas forcément la bonne stratégie. La volonté de gagner par la pression maximale sur l'adversaire en utilisant toutes les techniques et tactiques compétitives risque de provoquer le contraire de ce qui est escompté. Agressé mais bien vivant, le négociateur d'en face risque d'élever sa position haute, de surenchérir dans le marchandage, de céder à son tour sur rien et de vous menacer du pire si vous ne cédez pas. Il faut bien se dire que mort, l'adversaire ne peut plus jouer la partie avec vous. Si le banquier menace de couper les vivres à son client et qu'il le fait, le client ne pourra jamais lui rembourser ses dettes. Règle numéro 39. Soyez empathique, mais pas trop. Dans la négociation, il faut aussi se mettre à la place de son interlocuteur pour comprendre ses besoins, ses objectifs, sa stratégie. Et puis, l'empathie appelle l'empathie. Le négociateur d'en face va lui aussi aller vers vous. Autre avantage, la posture empathique est tactique en cela qu'elle permet de vérifier que l'on a bien compris les propos de l'interlocuteur. Mais trop d'empathie vous fait oublier vos objectifs. Vous vous mettez tellement à la place de l'autre que vous perdez la vôtre. Il ne faut pas perdre de vue vos intérêts. Le langage de l'empathie. Je vous comprends. Si je vous comprends bien, je vous écoute. J'entends bien ce que vous dites. Vous dites donc que... Reformulation. Votre besoin serait donc... Vous seriez donc d'accord pour... C'est bien compréhensible. Règle numéro 40. Soyez sympathique, mais pas trop. Revisitez la fable du corbeau et du renard. Le corbeau et le renard négocient. L'enjeu, un fromage.
tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et le renard de la fable paraît bien sympathique. Il semble tellement l'être que le corbeau se laisse prendre au piège et laisse tomber sa proie. Pourquoi le renard est-il, dans un premier temps, si sympathique ? Sans doute parce qu'il flatte l'ego de celui qu'il va piéger, si votre ramage se rapporte à votre plumage. Donc, en négociation, soyez sympathique, cela participe de la séduction, flattez un peu, mais pas trop. Il ne s'agit pas de duper l'autre, finalité compétitive, ni d'ailleurs d'être dupé par lui. Il faut séduire sans être ni veule ni vil, bref, être plutôt sympathique, mais se méfier de ceux qui le sont trop. Règle numéro 41. Prenez des notes. Pour au moins 2 raisons. Prendre des notes présente un double avantage. 1. Cela permet de garder en mémoire, pour l'après-négociation, d'informations utiles, les chiffres, jusqu'au terme précis de l'accord. 2. Cela responsabilise l'interlocuteur. Ce dernier se sent non seulement écouté, mais utilisé, voire noté. Ne stressez pas votre interlocuteur. Attention, évitez cependant une prise de notes systématique et de type un peu garde à vue. Il faut mieux privilégier la mise en confiance de l'interlocuteur et la convivialité. Règle numéro 42. Jouer au poker. C'est un excellent entraînement. Il existe de nombreux points communs entre la négociation et le poker. Il y a une table, comme dans la négociation, des cartes et des joueurs. Et un gain à la clé. Parfois des haricots secs, mais le plus souvent de l'argent. Il faut retenir ses émotions, ne pas broncher même devant un carré d'as, décrypter le caractère des autres joueurs et bluffer sans fléchir au bon moment pour remporter la partie. Il faut montrer un visage impassible, une poker face. À retenir. On peut ainsi globalement comparer la pratique de la négociation au poker, même si la philosophie win-win paraît absente du jeu et que la stratégie qui en découle est plutôt compétitive. Règle numéro 43. Utilisez les silences. Le silence est or. Le silence se trouve dans la partition. Comme en musique ou au théâtre, le silence dans la négociation participe du jeu. Il est une note décisive, un effet efficace. À chaque fois que vous vous taisez, l'interlocuteur parle. Votre silence induit ainsi votre écoute et la préparation silencieuse de la réplique. Ainsi, votre silence induit votre écoute et la préparation silencieuse de la réplique. Mon conseil, lorsque vous avancez un argument, laissez un silence qui va permettre à l'interlocuteur de comprendre l'importance. Le silence qui suit l'argument le souligne, lui donne du relief. Règle numéro 44. Regardez l'interlocuteur dans les yeux et contrôlez votre gestuelle. Dans la négociation, un peu comme au poker, tout compte, notamment l'attitude non verbale. En premier lieu, pour inspirer confiance, il vaut mieux regarder son interlocuteur dans les yeux plutôt que de biais ou en regardant la tête vers le bas ses notes. En second lieu, les bras fermés, associés aux sourcils froncés, n'invitent pas au dialogue et favorisent la polémique. On va préférer une gestuelle plus ouverte et le sourire n'est pas incompatible avec une certaine fermeté. Enfin, on sera à hauteur de son interlocuteur. Certains négociateurs pervers installent une chaise plus basse en face de la leur pour dominer l'adversaire, mais ce n'est qu'un artifice. Règle numéro 45. Préférez l'humour franc à l'ironie. Alors que l'humour détend, l'ironie tend. Dans la tension d'une négociation, il vaut mieux détendre l'atmosphère par un humour franc et libérateur, un mot d'esprit, une blague, une anecdote amusante, plutôt que par une moquerie à l'égard de l'interlocuteur. L'ironie est une moquerie, c'est une manière de railler, de se moquer de quelqu'un ou de quelque chose en disant le contraire de ce qu'on veut faire entendre. On dit de vous que vous êtes d'une grande fiabilité, pour dire vous n'êtes pas fiable. Monsieur est généreux, pour dire vous êtes parfaitement radin. Il y a toujours de l'agressivité dans l'ironie, qui fait partie de la rhétorique du conflit et des tactiques de déstabilisation. Règle numéro 46. Jouer aux gentils et aux méchants. Mise en situation et jeu de rôle. En négociation, il y a une technique qui consiste à venir à deux dans une négociation en se répartissant les rôles. L'un joue le sauveur, l'autre le tueur.
Le premier va négocier avec tempérance, tandis que le second se placera dans une posture radicale. Le gentil concédera, tandis que le méchant menacera sans cesse d'interrompre la négociation. Scène dans une brocante. Monsieur et madame veulent faire baisser le prix d'une lampe de la période Art déco de 500 € à 300 €. Monsieur le gentil. Faites-nous donc un petit prix. Le brocanteur. Vous savez, c'est vraiment une belle lampe, je la vends bien au-dessous de sa valeur. Madame la méchante. On n'en a pas besoin. Hubert. Monsieur s'appelle Hubert. Viens. Elle entraîne son mari hors de la négo. Le brocanteur. Attendez, allez, je vous la cède à 400 €. Monsieur. Je la prends à 150. Le brocanteur. Vous plaisantez, elle en vaut le triple. Allez, 350. Madame. Partons Hubert, elle ne les vaut pas. Ils font mine de partir. Tactique de la fausse sortie. Dénouement. Monsieur. Bon, allez, concluons à 180 €. Le brocanteur. C'est une blague. Madame, montrant une impatience montante. Hubert, partons. Le brocanteur. Allez, parce que je vois que madame est pressée. 300, c'est mon dernier prix. Monsieur et madame, souriant et en chœur. Banco, marché conclu. Règle numéro 47. Faites-vous donc désirer. Laissez du temps au temps. Ne forcez pas la conclusion. La négociation, comme la séduction amoureuse, joue aussi avec le désir. L'offre commerciale que vous avez proposée, toute sexy qu'elle soit, doit, pour être acceptée, être voulue. Inutile de forcer l'interlocuteur à l'accepter tout de suite. Savoir attendre. Car la négociation, c'est aussi l'attente. Il vaut mieux parfois accepter que le partenaire diffère sa décision plutôt que de précipiter la conclusion d'une négociation par peur d'échouer ou pour tenter de manipuler l'accord. S'il ne le fait pas, rassurez-vous, c'est qu'il ne voulait pas du produit ou du service que vous vouliez lui vendre. Vous n'avez donc rien perdu à attendre. Mais si après avoir réfléchi, il vous répond en vous faisant une contre-proposition, étudiez-la. Vous risquez même, on ne sait jamais, de trouver là un accord inattendu et, au bout du compte, plus intéressant pour vous. Obtenir un accord win-win. Si encore, après un délai, il vous appelle ou vient vous voir, à son initiative, pour conclure avec élan et sans aucun état d'âme l'accord en question, vous serez alors doublement gagnant. En situation de demande désormais, il accepte et désire votre proposition, et qui plus est, il vous est reconnaissant de lui avoir laissé le temps de la réflexion. Et vous venez ainsi de gagner sur le long terme un nouveau client. Mon conseil. Laissez donc votre interlocuteur rêver. Laissez-le calculer. Laissez-le vous rappeler. Qu'il vienne donc à vous. Règle numéro 48. Préférez l'écoute à l'éclat. Celui qui parle trop est celui qui perd. Hélas, on préfère parfois parader qu'écouter. On avance des arguments brillants, on se satisfait d'avoir raison, on est persuadé que l'autre est sous le charme, on s'entend parler, on avance ses pions à découvert. Et du coup, c'est l'autre qui prend la main et qui conduit la négociation. Dans la négociation, rien ne vaut le silence qui permet l'écoute. Il faut se taire pour entendre les arguments de l'autre, ses objections, distinguer ses techniques et ses tactiques. Mais il faut aussi questionner pour en savoir plus, ce qui permet d'adapter sa propre stratégie de réponse et parfois de riposte à celle de l'autre. Il vaut mieux observer qu'être vu. Développer les écoutes dites actives et empathiques. L'écoute de type 1. C'est une écoute apparente, formelle. Elle semble dire « cause toujours, ça m'intéresse ». Pas. Elle donne à l'interlocuteur le sentiment qu'il est faussement écouté. Lorsqu'il se rend compte qu'il n'est pas vraiment entendu, il déserte la négociation ou fait la même chose. Effet chez l'interlocuteur, ennui. L'écoute de type 2. Elle est faite de questions, ouvertes et fermées, et de reformulations. Si je vous ai bien compris, elle permet de conduire la négociation. On dit alors qu'il s'agit d'une écoute active. Effet chez l'interlocuteur, responsabilisation de la parole.
L'écoute de type 3. On écoute avec attention l'interlocuteur en pénétrant son univers social, culturel. On lui fait comprendre qu'on l'a compris, et on le prouve. Et il se sent rasséréné. C'est pour cela qu'il continue à parler en confiance. Cette écoute est dite empathique. Effet chez l'interlocuteur, il est rassuré. Règle numéro 49. Ne vous accrochez pas à vos positions, sauf si. Dans une négociation, il vaut sans doute mieux défendre ses intérêts avec pragmatisme plutôt que se braquer avec rigidité ou dogme sur ses positions. Ne pas lâcher pour des raisons d'honneur cette demande d'augmentation de salaire immédiate face à l'employeur, alors que celui-ci serait prêt à vous l'accorder dans 6 mois, n'est pas forcément un bon calcul. Dans le bras de fer qui vous oppose à ce vendeur, refuser un rabais de 10% alors que vous en exigez 15 risque de vous conduire à un résultat nul. Ne pas fléchir pour des raisons idéologiques face à cette proposition, somme toute, raisonnable de réforme proposée par les syndicats peut conduire à la grève. Ne pas augmenter la pension alimentaire sous prétexte que votre ex ne l'a ou ne le mérite pas, c'est oublier qu'elle est destinée aux enfants. Mon conseil. Évidemment, si l'on vous demande de vous asseoir sur des valeurs qui sont pour vous importantes, essentielles, l'honnêteté par exemple, ou encore la parole donnée, dans ce cas-là, et exclusivement dans ce cas-là, vous pouvez camper, mais alors avec fermeté, sur vos positions morales. Règle numéro 50. Les 10 commandements de la négociation. À lire et à relire. 1. Tu adoreras le Dieu unique de la négociation. Ce Dieu pacifique qui te pousse à défendre tes intérêts par la discussion et non par les armes, ce Dieu malin qui préfère la ruse à la force, ce Dieu d'adrénaline qui t'invite à te dépasser pour atteindre tes objectifs. Bref, ce Dieu unique en soi. 2. Et tu le préféreras à toute autre idole de la communication. Au Dieu de la discussion plate et vide, au Dieu du débat stérile, au Dieu de la parole creuse, le Dieu de la négociation invite à l'efficacité et au résultat. 3. Tu prononceras son nom que lorsqu'il s'agira d'une véritable négociation. Tu feras appel à lui lorsque l'enjeu est important, lorsque les silences valent autant que les mots, lorsqu'une hésitation de l'interlocuteur risque de faire basculer la négociation dans une direction inconnue. 4. Tu sanctifieras l'heure de la négociation. Tu vivras la négociation comme un moment rare qui met en jeu ton intelligence stratégique, ton sens relationnel, ta capacité à convaincre, ton sang-froid. 5. Tu honoreras tes intérêts et ceux de ton camp. Bien sûr, tu défendras par la négociation tes intérêts. Il est si facile de les perdre de vue, pris dans la relation avec l'interlocuteur. Au-delà de toi-même, tu défendras les intérêts supérieurs de ton camp. Tes enfants, ta famille, ton entreprise, ce que tu représentes, l'État. 6. Tu ne tueras pas l'adversaire. Au-delà des sanctions pénales encourues, tu risques en l'éliminant de ne plus avoir d'interlocuteur pour négocier. Il y a d'ailleurs plusieurs manières de tuer un adversaire. Ce peut être un meurtre sans sang, une victoire sur l'autre écrasante. Dans tous les cas, la partie est interrompue. 7. Tu ne tromperas pas ton camp en batifolant avec l'adversaire. Défendant les intérêts de ton camp, tu ne le trahiras pas avec l'adversaire ou ses alliés. N'aie pas trop de sentiments envers eux. En voulant les séduire, tu risques d'être séduit toi-même, et ils risquent alors de te manipuler. 8. Tu ne voleras pas. Le vol est un gain sans mérite. N'oublie pas que ce délit ternira ta réputation. À la prochaine négociation, on te regardera avec vigilance, voire défiance, et tu pourras de moins en moins négocier. 9. Tu ne mentiras pas. Choisis toujours la vérité, c'est la meilleure tactique. Elle a l'avantage de rester en mémoire, tandis que tu oublieras ton mensonge. Et puis, pourquoi mentir quand les arguments sont prêts et la stratégie affinée ? Certes, on peut exagérer ou déprécier pour obtenir ce que l'on veut, mais encore un mensonge. 10. Tu ne convoiteras pas le gain des autres. Ne sois pas jaloux des gains obtenus par la partie adverse. Regarde les tiens, ils sont honorables. Assume le résultat de la négociation sans te plaindre. Et puis, tu ne sais pas tout. L'interlocuteur a peut-être moins obtenu que ce que là paraît, et tu as peut-être plus gagné que ce que la situation pouvait permettre.